Hello les geeks, c'est Aldric. Hello les Pokéfans, c'est Valentin, bienvenue dans le rétrospectif Pokémon. Cette année, ce sont les 25 ans de Pokémon et pour l'occasion, Valentin a accepté de me rejoindre sur la chaîne YouTube de GameGeek pour en parler. Et oui, je vais revenir avec vous sur les 10 faits les plus marquants de chaque saison de l'animé. Et sans plus tarder, on continue et on entre dans le vif du sujet et cette semaine, on s'intéresse à la saison 2 de Pokémon, l'archipel Orange. Alors pour rappel, on s'était quitté la dernière fois sur une fin de ligue un petit peu amère, où Sacha retourne alors chez lui au Bourg-Palette, et à peine arrivé, il se verra confier d'une mission par le professeur Chen, rendre visite à l'une de ses collègues scientifiques qui vit sur une île au large de Kanto pour récupérer une mystérieuse Pokéball. Et Sacha va alors en profiter pour participer à une nouvelle compétition, la Ligue Orange. À peine arrivé que le groupe repartit vers des nouveaux horizons, et c'est des horizons assez exotiques puisqu'il s'agit d'une région sous la forme d'un archipel d'îles. S'y dégage alors une atmosphère très colorée et aussi pleine de saveurs puisque chaque île porte un nom en référence à un fruit ou à une coupe de glace comme l'île Mandarine ou l'île Banana Split. À travers les badges de cette ligue en forme de coquillage, il y a vraiment toute une ambiance estivale et de vacances et on voit énormément l'océan. D'ailleurs, les héros se déplaceront d'île en île par la mer à dos de Loclas, donc un Pokémon que Sacha capture au début de la saison puis relâchera à la fin. Donc c'est vraiment un Pokémon représentatif un petit peu de cette saison, que j'ai ici d'ailleurs. Cette saison, c'est aussi une saison totalement inédite en plus, puisque non tirée du jeu vidéo, créée uniquement pour l'animé. Mais malgré son aspect hors série, et le fait qu'elle ne fasse que 36 épisodes, sachant que la première en faisait quand même 80, c'est quand même une saison qui a marqué les fans, parce qu'elle s'inscrit totalement dans l'âge d'or de Pokémon et se situe entre les deux premières générations. Loclas est le 131e Pokémon au Pokédex national et il sert un peu d'emblème à cette nouvelle saison, tant il est important et tant il est présent dans tous les épisodes. En effet, il sert de transport au Pokégroupe. Sacha le recueille dans l'épisode 84 mais ne le libérera que dans l'épisode 113. En effet, dans cet épisode, Loclas retrouvera sa famille, sa meute avec d'autres Loclas sauvages et Sacha va le laisser repartir. Petite anecdote, on aura également l'occasion de le revoir dans un épisode de la saison 5. Alors, ce qui est super intéressant avec cette saison sur les îles Oranges, c'est qu'on a pas mal de clins d'œil, d'éléments qu'on retrouvera dans les mécaniques des jeux bien des années plus tard. Comme si l'idée avait déjà été trouvée à cette époque, ou comme si cette saison avait été source d'inspiration pour les éléments qui seront introduits plus tard. Déjà, j'évoquais Loclas, qu'on retrouvera dans le principe des Pokémontures beaucoup plus tard, mais on a aussi les formes régionales. C'est notamment la spécialité du professeur Flora, à qui le Pokégroupe rend visite. C'est pas non plus des formes régionales aussi contrastées que ce qu'on avait eu dans Soleil et Lune ou à Galar par exemple. C'est un peu plus léger comme des changements de couleur ou de motifs sur le Pokémon. D'ailleurs, on a même une île où tous les Pokémon sont roses et c'est un élément qui fait directement référence aussi à la réalité, comme avec les flamants roses, et d'ailleurs même à toutes les espèces endémiques en général. Donc à toutes ces espèces animales avec des caractéristiques propres à une région donnée, ce qui est souvent le cas d'ailleurs pour la faune qui vit sur les îles. Les animaux peuvent avoir des mutations dues à leur environnement, et c'est donc ça qui a inspiré ces formes-là, et les formes qu'on retrouvera dans les jeux les plus récents. D'un point de vue scientifique, je trouve ça très intéressant de la part des scénaristes de faire ce parallèle dans cette saison, avec des phénomènes liés au monde réel. Bien que l'attribution de sexe chez les Pokémon n'est arrivée qu'à partir de la deuxième génération, dans la première génération, on avait deux Pokémon qui se différenciaient par un sexe différent. Il s'agit de Nidoran. On les différenciait notamment par rapport à leur couleur, mais aussi leur stade d'évolution suivant. Nidorino et Nidoking d'un côté, Nidorina et Nidoqueen de l'autre. Les deux espèces de Nidoran sont justement au cœur et au centre du 100e épisode de Pokémon et donc dans cette saison-ci. Deux Nidorans de sexe opposé appartenant à deux dresseurs qui ne savent pas se supporter sont en réalité amoureux l'un de l'autre. Et c'est une très belle histoire, made in Saint-Valentin. C'est Jackie, un nouveau compagnon du groupe qui incarne aussi cette saison en remplaçant Pierre, resté avec le professeur Flora pour l'aider dans les tâches domestiques durant le voyage de Sacha aux îles Oranges. Alors, Jackie est défini comme un observateur Pokémon. Il étudie en fait les Pokémon dans leur milieu naturel et arrive à retranscrire beaucoup de choses par son œil d'observateur et aussi par son coup de crayon. Malheureusement, il souffre, comme c'était déjà le cas avec Ondine et Pierre, de ne pas avoir réellement d'objectif. Mais en plus de ça, il n'a pas non plus ni passé, ni entourage, et il a une personnalité assez lisse. Même au niveau de l'humour, il n'a pas vraiment de ressort comique particulier
comme l'avait Pierre par exemple avec les filles. Au niveau de ces Pokémon, il possède un Minitos, mais surtout un Marill qui permet d'introduire la deuxième génération, en plus d'être un Pokémon qui avait été pensé comme une nouvelle mascotte, comme Pikachu pour la première, mais même là, ça n'est jamais vraiment beaucoup exploité. Le seul Pokémon qu'il capture ensuite est un insécateur, et ça aurait pu être intéressant d'introduire les nouvelles évolutions et le nouveau type acier avec Cisaiox par exemple, mais au final il n'utilisera pas plus que ça et il n'évoluera même pas. À la fin de la saison, Jackie, qui s'avère être un fan absolu du professeur Chen, va rester chez lui pour devenir son assistant, et à part des apparitions très mineures, ça fait des années qu'on ne l'a pas revu, et alors qu'on revoit pourtant de temps en temps le professeur Chen. Il y a vraiment quelque chose qui a été sous-exploité avec ce personnage, qui est vraiment pourtant le personnage marquant de la saison 2. Marill est le 183e Pokémon au Pokédex national et le plus célèbre de la série sera évidemment le Marill qui appartient à Jackie, le nouveau compagnon de Sacha et Ondine dans les archipels orange. Il fait partie de la nouvelle génération de Pokémon que l'on commence à découvrir peu à peu et Jackie utilise souvent son Marill pour utiliser son ouïe très fine et notamment pour trouver l'Onyx de cristal dans l'un des épisodes de la saison. A noter que l'on pouvait également découvrir un premier Marill dans le film Les Vacances de Pikachu qui précédait le premier film Pokémon de Mewtwo. L'archipel orange a aussi sa propre compétition, alors qu'il n'est pas du tout au même niveau, on va dire, que celle de la région de Kanto, puisqu'il s'agit d'un archipel, on va dire, assez modeste. Du coup, il n'y a que 4 champions locaux, ce qui peut aussi un peu nous rappeler le conseil des 4, qu'on affronte dans les jeux une fois les 8 champions d'arène vaincus. Mais qui ici restent quand même des champions d'arène classiques, délivrant des badges classiques, mais qui auront par contre la particularité de proposer des épreuves assez originales par rapport au combat d'arène qu'on a à Kanto. On a par exemple une épreuve de course en mer, une épreuve de luge, une épreuve de combat Pokémon 2 contre 2. Alors c'est un concept qui était apparu pourtant que à la 3e génération. Pas mal d'épreuves, qui sont souvent des épreuves physiques d'ailleurs, qui permettent d'apprendre de nouvelles manières d'utiliser les compétences des Pokémon. Et ce type d'épreuve peut encore une fois rappeler des épreuves qui apparaîtront bien plus tard. Je pense aux épreuves des capitaines du Tour des îles dans les jeux Soleil et Lune. Tour des îles qu'il faut réussir en affrontant d'ailleurs 4 champions sur des îles différentes aussi. Donc ça commence à faire beaucoup de similitudes avec la 6e génération, mine de rien. Togepi est le 175e Pokémon au Pokédex national. Ce Pokémon est en réalité présent depuis la première saison, bien qu'il soit un Pokémon de la 2e génération. C'est dans l'épisode 50 de la première saison qu'il a éclos de son œuf, et bien que cet œuf appartenait à Sacha, c'est finalement Ondine qui va devenir sa dresseuse. En effet, Togepi va la prendre directement pour sa maman. Cette dernière le porte constamment dans ses bras et vous pourrez remarquer que de temps en temps, Togepi utilise son attaque métronome et personne ne semble se douter que c'est lui qui les sauve très souvent d'un bien mauvais pas. J'avais envie de profiter de cette saison pour faire un point sur Butch et Cassidy, donc membres de la Team Rocket, dont ils arborent d'ailleurs le vrai costume noir qu'on retrouve dans les jeux. Là où Jessie et James portent une tenue blanche, donc assez voyante en passant, pour des voleurs de Pokémon. Et ce duo, Butch et Cassidy, c'est un peu les rivaux de notre trio Rocket. Bien sûr, plus comiques que menaçants, même s'ils ont l'air de prime abord un chouïa plus compétents que notre trio. Ils étaient déjà apparus au milieu de la première saison, et ils reviennent ici dans un épisode à nouveau pour mettre des bâtons dans les roues aux héros, mais aussi à Jessie et James. Je trouvais intéressant de faire un point sur eux à cette saison pour la célèbre devise qui est ici interprétée à 4 voix. Et c'est aussi à ce moment qu'apparaîtra pour la première fois le running gag qui consiste à écorcher le nom de Butch, qui offre toujours des moments assez drôles. Ils reviendront dans les saisons suivantes, mais peu à peu disparaîtront dans l'oubli. Je trouve que c'est des bons personnages qui offrent des moments toujours assez cocasses avec Jessie et James, dont ils sont vraiment un peu le miroir l'un de l'autre. Jessie avec Cassidy et James avec Butch manquerait juste un équivalent pour Meowth, et ça aurait fait des rivaux vraiment intéressants, je trouve, pour la Team Rocket. Arbok et Smogogo sont les 24e et 110e Pokémon au Pokédex national. Ils appartiennent évidemment à Jessie et James de la Team Rocket et sont leurs 2 Pokémon principaux. En effet, ils les possèdent depuis le début de la série, bien qu'au tout départ, ils étaient à leur stade inférieur, à savoir Abo et Smogo. Il faut savoir que Jessie et James vont en effet posséder ces Pokémon jusqu'à la 6e saison de la série. J'avais envie de revenir sur quelques personnages de cette saison, et notamment 3 personnages féminins qui m'avaient quand même marqué, même si ce sont des personnages mineurs. Alors déjà, on ne pouvait pas parler des îles Oranges sans évoquer le professeur régional de cette région, comme le professeur Chen
à Kanto, et bien ici on a le professeur Flora pour les îles Oranges. C'est intéressant de noter que c'est la première femme professeur Pokémon qui est présentée dans une région, bien avant le professeur Keteliria qui n'apparaît qu'à la 5e génération. D'ailleurs, elle est entourée aussi de jeunes assistantes qui ne sont que des filles également. Il faut remarquer que c'est un personnage au physique plutôt avantageux, je vais dire. Alors on se moque beaucoup du professeur Euphorbe dans Soleil et Lune, torse nu sous sa blouse ouverte, mais le professeur Flora, elle a quand même une blouse juste sur un maillot de bain, quoi. Un maillot de bain bien ajusté. Je trouve que la série se lâche pas mal sur ce genre de choses dans cette saison, mais le cas du professeur Flora, c'est rien comparé au deuxième personnage féminin que je voulais aborder, qui est Sirena ou Olga dans les jeux vidéo, qui a aussi des attributs assez voyants. Alors je dis ça pour un animé où on sexualise très peu les personnages généralement, hein. Une des scènes sur son décolleté a quand même été censurée chez nous, donc c'était quand même à remarquer. Mais sinon Olga c'est surtout un personnage qui est membre du Conseil des Quatre, et qui est donc une dresseuse puissante qui va d'ailleurs aider Sacha à accepter ses défaites et le pousser à être plus proche de ses Pokémon comme Dracofeu. Le dernier personnage que j'aimerais évoquer dans ce point est Marina, une spécialiste des Pokémon aquatiques qui possède un Psychoquack et qui offrira des moments assez drôles avec Ondine et son propre Psychoquack. Je pense que ça aurait pu être une potentielle rivale intéressante pour Ondine, qui aurait permis de la mettre plus en avant et de lui donner une raison de progresser dans son propre parcours. 124e Pokémon au Pokédex national, Liputu est également la star d'un épisode spécial des Joujoux par milliers. En effet, dans cet épisode spécial, il y a un Liputu qui appartient au Père Noël qui va donc réparer l'un des jouets de Jessie. Mais Liputu est aussi l'un des Pokémon importants de l'équipe de Olga que nous on va retrouver dans l'épisode 99 sous le nom de Sirena. Revenons un petit peu sur les Pokémon de Sacha dans cette saison. Alors, il ne capture pas beaucoup de nouveaux Pokémon ici, hein. J'évoquais du coup Loclas qui se faisait maltraiter avant de rejoindre Sacha, et avec qui on aura une séparation assez touchante lorsqu'il rejoint sa famille. Mais Sacha capture aussi un Ronflex, sur lequel j'aimerais revenir plus particulièrement. Alors il est peu utilisé et souvent oublié, mais quand même intéressant dans le sens où il se révèle être, je pense, l'un des plus gros challenges de dressage pour Sacha. On entend beau dire dans la série que Léviator est le Pokémon le plus difficile à dresser, ou que ce sont les Pokémon Dragon qui posent le plus de problèmes, mais pour moi le pire Pokémon à entraîner, enfin tel qu'on le voit dans la série, pour moi c'est Ronflex. Le Pokémon ne pense qu'à manger et dormir, il est tellement imposant que c'est un Pokémon plein d'inconvénients, malgré qu'il soit puissant. On le voit déjà dans le jeu, hein, puisqu'il bloque le passage aux joueurs à des points clés, parce que bien sûr il n'a pas trouvé meilleur endroit pour faire sa sieste. Ces inconvénients ils sont bien représentés dans l'animé, et pire encore, lorsque Sacha le rencontre à l'état sauvage, il provoque carrément un bouleversement de tout l'écosystème d'une île, parce qu'il mange tous les arbres fruitiers qui y poussent. Autre moment cocasse est lorsque Sacha casse la Pokéball de Ronflex, l'empêchant ainsi d'être rappelé. À ce moment-là, ils sont à des kilomètres du centre Pokémon le plus proche. Ils doivent alors imaginer tout un stratagème pour le faire se déplacer, parce qu'évidemment il dort les 3/4 du temps. La seule fois où il se réveille d'ailleurs, c'est pour manger toutes les rations de survie des habitants de l'île. Donc Ronflex, franchement, pire Pokémon. Les petites crises de Dracofeu à côté, c'est rien. D'ailleurs, pour revenir sur Dracofeu, on a aussi droit à un épisode intéressant où on a une vraie remise en question de leur relation au cours d'un entraînement. Je trouvais ça intéressant de noter qu'on avait un épisode centré là-dessus, notamment après cette défaite à la Ligue, dont les difficultés de dressage étaient en partie responsables de cet échec. 143e Pokémon au Pokédex national, Sacha va capturer un Ronflex à l'épisode 94. Bien que Sacha l'utilise peu souvent, il lui permet tout de même de remporter pas mal de combats. Évidemment, Ronflex est assez difficile à dresser tant il adore manger et il peut coûter cher en nourriture. Et souvenez-vous, dans les jeux vidéo, pour obtenir Ronflex, il fallait le réveiller alors qu'il était endormi et il fallait pour cela utiliser la fameuse Pokéflûte. Alors, j'hésitais à faire un point sur Ondine parce qu'elle n'est pas forcément plus mise en avant dans cette saison que la précédente, mais le fait déjà que Pierre soit remplacé par Jackie, qui est encore plus discret que lui, je trouve, ça donne forcément l'impression que Sacha et Ondine sont plus mis en avant. D'ailleurs, de remplacer que Pierre souligne bien qu'il y a tout de même une volonté de conserver Ondine sur le devant de la scène avec notre héros. Comme j'en parlais tout à l'heure avec le personnage de Marina qui en fait une bonne rivale pour Ondine, mais aussi Sirena qui est aussi un modèle pour elle, il y a pas mal d'interventions pertinentes d'Ondine dans la saison.
notamment dans un épisode où elle est à la recherche d'un remède pour Sacha et Jackie, paralysés par les spores d'un Rafflesia. D'ailleurs, la même chose arrive du côté de la Team Rocket, à Jessie, ce qui permet de voir un peu plus James et Meowth, qui sont souvent aussi dans l'ombre de Jessie, de la même manière qu'Ondine est souvent dans l'ombre de Sacha. Alors la part belle est aussi donnée à l'aspect sentimental avec ce personnage, puisque un des champions des îles Oranges a le béguin pour elle, et lui proposera même de rester avec lui, mais Ondine fait le choix de rester avec Sacha, peut-être plus explicite encore dans le deuxième film qui se passe durant cette saison. C'est une fille Mélodie qui cette fois fait du charme à Sacha, ce qui rend Ondine jalouse. Une dispute éclate, mais Ondine finira par sauver Sacha de la noyade, en révélant à Mélodie d'une manière assez subtile à quel point Sacha compte pour elle. Donc c'est une très belle scène qui a beaucoup marqué les fans, je pense, et qui a vraiment contribué à populariser, selon moi, le shipping d'animés sur Internet. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler ici. Le shipping, ou faire du ship, pour la petite histoire, ça consiste à imaginer ou spéculer sur les possibles relations amoureuses entre des personnages d'un univers. C'est un concept extrêmement utilisé à travers les vidéothéories, les fanfictions, les fanarts, notamment grâce à l'animé et au nombre faramineux de personnages qu'il y a dans l'univers, et le fait que justement les relations amoureuses sont quasi inexistantes ou hyper implicites, le monde des Pokémon étant assez stérile dans cet aspect. Donc tout est toujours sujet à théoriser, puisque rien n'est jamais vraiment explicité. Ainsi, il existe plusieurs centaines de shippings populaires sur Internet, tous avec une ou plusieurs dénominations, le plus célèbre étant bien sûr le Poké Shipping entre Sacha et Ondine, mais par exemple on a aussi le Rocket Shipping entre Jessie et James. On peut aussi avoir par exemple le Palette Shipping, ça s'appelle, entre Sacha et Régis. Bref, il y a presque toutes les combinaisons possibles et inimaginables qui existent dans le cœur des fans. Staros est le 121e Pokémon au Pokédex national, et souvenez-vous, Ondine en possédait un au tout début de la série, mais pour des raisons étranges, elle préférait utiliser son Starry lors des combats. Elle a également laissé son propre Staros à la reine d'Azuria en le confiant à ses sœurs pour qu'elles puissent l'utiliser lors de leurs propres combats Pokémon pour défendre la reine. Dans cette saison, il y a deux Staros plus ou moins importants. Le premier, c'est celui qu'utilise Marina dans l'épisode 91 pour se battre justement face à Ondine, tandis que Staros est également l'un des Pokémon phares de Rudy, le champion de l'île de Tartofou dans l'épisode 103, et c'est dans cet épisode que l'on découvre que Staros est capable d'utiliser l'attaque Tonnerre, bien qu'elle soit un Pokémon aquatique. Alors on ne pouvait pas parler de la saison 2 sans évoquer le film qui l'accompagne. Pour rappel, j'avais tenté d'expliquer la dernière fois à quel point le premier film était ambitieux et avait marqué les fans, mais je dois dire que le deuxième film a réussi à être tout aussi bien. Pour certains, il est même mieux que le premier, pour d'autres, il est un peu en dessous, mais alors vraiment de pas grand chose, hein. Pour ma part, je suis plutôt de ce deuxième avis. Là où le premier film, on avait un côté peut-être plus intimiste, une ambiance assez sombre, plutôt dans le registre de la science-fiction, là on se situe beaucoup plus dans le registre épique, dans le registre de l'aventure, de l'épopée, de l'Odyssée, à travers des mythes et des légendes, où dans ce film Sacha incarne carrément l'élu d'une prophétie. On retrouve dans ce film déjà toute l'ambiance un petit peu exotique qu'on avait dans la saison 2, mais encore plus poussée à travers les traditions des insulaires de l'île Chamouti sur lesquels débarquent les héros. Donc une île qui est bercée par des légendes autour des oiseaux mythiques que sont Elector, Sulfura et Articodin, mais aussi Lugia, surnommé le roi des abysses. Un Pokémon légendaire du coup de la nouvelle génération. Et ce film prend aussi dans le registre des films type catastrophe naturelle, puisqu'on explique que ce sont les oiseaux légendaires qui régulent le climat et les courants océaniques. Donc on retrouve encore une fois tout l'aspect écologique qu'on remarque beaucoup dans cette saison, et qui est complètement d'actualité en plus, hein, qu'il était déjà dans le début des années 2000 avec le sujet du changement climatique. Aussi, on a dans ce film un antagoniste très charismatique, peut-être même l'antagoniste le plus marquant des films Pokémon. On le connaît juste en tant que le collectionneur, et on peut y voir une représentation de l'être humain matérialiste et consumériste, notamment à travers son vaisseau qui est une sorte de structure volante steampunk démesurée, dont l'intérieur a un contraste assez saisissant entre musée d'objets d'art et modernité, avec son tableau de bord, son plateau d'échecs, parce que c'est comme ça qu'il mène ses combats, hein. Il les mène comme une partie d'échecs, et tout ça, ça donne un côté vraiment très classe à ce personnage, très charismatique. Et je trouve que son côté collectionneur est vraiment intéressant, puisqu'il renvoie à la propre image du joueur de Pokémon qui cherche à tout prix à compléter son Pokédex des Pokémon les plus rares, oubliant même tout lien et tout affect avec eux. Enfin, l'autre personnage marquant de ce film, je l'avais déjà évoqué, c'est Mélodie.
qui tranche pas mal avec les personnages plutôt lisses qu'on a l'habitude de voir. C'est une fille assez rebelle et désinvolte, qui se fiche un peu des traditions, mais qui dégage un tout autre aspect lorsqu'elle incarne la princesse de la légende. D'ailleurs, le thème qu'elle interprète à l'ocarina, et qui est le thème de Lugia, est un air devenu très connu, relié à ce film, qui, pour l'anecdote, n'est pas tout à fait le même qu'en japonais. Je vous invite d'ailleurs à écouter le thème original, qui est aussi vraiment pas mal. En tout cas, Mélodie a été un très bon vecteur pour révéler non seulement Sacha, mais aussi Ondine dans ce film. En tout cas, ce film est vraiment bon, je trouve, très impactant, et on sent dans son histoire même l'impact que cela a sur le monde des Pokémon en général, notamment dans la scène où on voit tous les Pokémon qui ressentent cette envie de se rendre sur le lieu de l'action, poussés par leur instinct, de la même manière que les vrais animaux pressentent l'arrivée des catastrophes. On a même aussi le professeur Shen qui intervient pour relier le mythe à la science, et même Delia, la mère de Sacha, qui l'accompagne, parce qu'elle se fait du souci pour son fils. Alors ça apporte vraiment un côté réaliste et grave à ce film, qui révèle d'autant plus Sacha, qui est le seul à pouvoir rétablir l'équilibre, car comme le film le dit, le pouvoir est en lui, ou plutôt le pouvoir est en chacun d'entre nous par extension, comme n'importe quel enfant peut se retrouver en Sacha. Donc il y a vraiment ce message que n'importe qui peut être capable de faire de grandes choses, peut avoir un grand destin, même la Team Rocket qui pour une fois apporte leur aide à Sacha dans ce film. Pokémon légendaire au numéro 249 dans le Pokédex national, Lugia est aussi la star du second film Le pouvoir est en toi. Il apparaît lorsque Elector, Sulfura et Articuno, les trois oiseaux légendaires de la première génération, sont réunis au même endroit. Il faut savoir que Lugia est un Pokémon adoré des fans et qu'on aura l'occasion d'en revoir d'autres dans une série d'épisodes de la 5e saison de la série. Terminant cette saison de transition entre les deux premières générations, avec une bonne nouvelle, Sacha remporte le trophée de la Ligue Orange. Alors c'est une ligue pas vraiment comparable aux autres, comme celle de Kanto, elle est plus modeste et les épreuves sont vraiment particulières. D'ailleurs revenons quand même sur l'ultime épreuve de cette ligue, qui est très loin de la grosse compétition avec des phases éliminatoires et tout ça qu'on avait eu à la fin de la première saison. En réalité c'est juste un combat contre un champion, alors quand même d'un cran supérieur aux autres, car son adversaire possède quand même une équipe assez équilibrée de Pokémon vraiment puissants et populaires, comme Métamorph, Ectoplasma, mais surtout Dracolos, le représentant du type dragon de la première génération, qui est d'ailleurs souvent perçu à travers l'anime comme un Pokémon quasi légendaire, qui est aussi le Pokémon signature de Peter, le dernier membre du Conseil des Quatre, qu'on affronte dans les premiers jeux. Donc c'est un combat quand même intéressant où Sacha met en avant Pikachu, ses 3 starters, avec un Dracofeu qui l'écoute cette fois-ci, mais aussi son low class est plus surprenant, il combat avec un de ses Tauros aussi. Tauros qui est très particulier puisque c'est un Pokémon que Sacha a capturé dans un des épisodes censurés que j'évoquais la dernière fois. En 30 exemplaires d'ailleurs, c'était un des épisodes qui faisait référence au parc safari des jeux. C'est des Pokémon qu'il n'a jamais utilisés et je trouvais ça quand même assez sympa. Que les scénaristes pensent à revenir sur ça comme ils sont revenus sur d'autres Pokémon comme Grotanmorph, laissé chez le professeur Chen durant la compétition à Kanto. En tout cas, belle revanche pour Sacha qui rentre chez lui victorieux cette fois. Il retrouvera Pierre dont on n'expliquera jamais vraiment pourquoi il a quitté le professeur Flora, mais on supposera qu'il s'est pris un râteau comme d'habitude. On revoit aussi Régis qui s'apprête à se lancer dans une nouvelle ligue dans une région voisine. Ça tombe bien, Sacha lui est désormais motivé à bloc pour une nouvelle région, une nouvelle compétition, à la hauteur de celle de Kanto, d'autant que c'est dans cette région que se trouverait un spécialiste des Pokéballs qui pourra peut-être résoudre le mystère de la GS Ball qui lui avait été demandé de récupérer par le professeur Chen chez le professeur Flora. Oui, car la mission initiale qui a été introduite dans cette saison à la base n'a quasiment pas été abordée finalement de toute la saison, mais les réponses seront peut-être dans la prochaine saison, lors du voyage à Johto. 149e Pokémon au Pokédex national, Dracolos apparaît lors de la finale de la Ligue Orange dans l'épisode de 111. Il s'agit en effet du dernier Pokémon de Didier le champion. Il va vaincre une très grande partie de l'équipe de Sacha avant d'être mis KO tout simplement par Pikachu. On peut noter dans les anecdotes justement qu'il faudra attendre la saison 23 pour que Sacha en capture un lui-même. Merci beaucoup Valentin et merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous a plu, à liker, à laisser un commentaire, on en sera vraiment ravis et on vous dit à très bientôt. Et on vous donne rendez-vous dans notre prochaine rétrospective où nous parlerons de la saison 3 Voyage à Johto.